Si le cinéma n'existait pas, il faudrait l'inventer. On est dimanche, il est 14h, c'est l'heure pour vous de retrouver toute l'histoire du cinéma. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, montez le son et préparez-vous à plonger dans les 100 ans de cinéma. Retrouvez tout de suite Alexis et son invité pour une discussion autour du thème qui vous intéresse. Bonjour et bienvenue dans 100 ans de cinéma. 100 ans de cinéma, c'est l'avant-dernière émission de la saison, donc pour cette année 2010. Nous nous retrouverons bien sûr dès que l'antenne reprend, donc ça sera peut-être un petit peu plus tard dans l'année, pas forcément en septembre, mais un petit peu plus tard, voilà, parce que pour la petite histoire, Prune déménage et donc ça prend du temps et donc il va falloir former tout le monde, etc. Bref, aujourd'hui donc 100 ans de cinéma sera consacré à ce grand réalisateur américain qui est Quentin Tarantino. Notre invité récurrent Nicolas Vinet sera là pour l'occasion. C'est un grand fan, donc je pense qu'il aura beaucoup de choses à dire. Bien sûr, nous écouterons des musiques tirées des films de Tarantino. On va essayer de vous faire découvrir des choses qu'on n'entend pas forcément partout ailleurs, qui n'ont pas été reprises par Téléfoot, etc., par exemple. Donc vous pouvez nous écouter, ce que peut-être vous êtes en train de faire sur le 92 FM, si vous habitez Nantes et sa région. Vous pouvez également nous écouter en direct sur le site de Prune en streaming, donc sur le www.prune.net. Sur ce même site, si vous allez sur la grille, que vous cliquez sur 100 ans de cinéma, vous aurez donc accès à la page de l'émission où sont stockées toutes les anciennes émissions que vous pourrez réécouter à loisir, télécharger, écouter en podcast, etc. Et puis donc il y a aussi le site, le groupe Facebook de l'émission. Vous tapez 100 ans de cinéma sur Facebook, 100 en chiffres, et vous tomberez donc sur ce site. Si vous le rejoignez, donc vous aurez accès à plus d'informations sur les prochaines émissions, sur les anciennes émissions. Vous pourrez participer à des groupes de discussion. Vous pouvez également nous appeler puisque nous sommes en direct au 02 40 12 09 12. 02 40 12 09 12. Vous pouvez également nous envoyer des mails pour nous faire part de vos suggestions à l'adresse suivante cinéma@prune.net, cinéma sans accent @prune.net. 100 ans de cinéma consacré à Tarantino pour l'avant-dernière de la saison. C'est tout de suite et on commence bien entendu en musique avec Down in Mexico sur la bande originale de Boulevard de la Mort, Death Proof, un film Grindhouse. À tout de suite. We started dancing all around the floor. In Mexico. And then she did
We'll fight together. Come with me, señorita. Yeah. 100 ans de cinéma, mais pas de solitude. Tout de suite, notre invité. De retour donc dans Prune Cinéma. Et nous accueillons notre invité Nicolas Vinet. Bonjour. Bonjour. Alors attends, il faut que tu appuies également. Voilà. Bonjour. Donc tu es bien présent pour cette donc avant-dernière émission et puis dernière émission pour toi de l'année. C'est pas trop dur. Non, ça va, t'inquiète. Ça va aller. Donc pour parler de Quentin Tarantino, est-ce qu'il est important de le présenter, ce réalisateur américain? Je ne suis pas sûr. Ses films, donc Reservoir Dogs, Pulp Fiction, nous allons parler de tous, hein, Jackie Brown, Kill Bill volume 1 et 2, Boulevard de la Mort, et donc son dernier Inglourious Basterds qui était sorti l'année dernière. Il a commencé sa carrière donc tout seul, il s'est fait tout seul, il n'a pas fait d'études de cinéma. Il a fait une école de théâtre, je crois, il étudiait un petit peu avec les comédiens. Voilà, mais bon, il a toujours aimé faire l'acteur d'ailleurs. Il joue dans presque tous ses films, et puis dans les films de ses potes, notamment Rodriguez. Et puis donc il a surtout fait beaucoup sa culture cinéma en travaillant dans un magasin de location donc de vidéos, de cassettes, où il travaillait d'ailleurs avec son Roger Avary, donc son pote, qui lui a réalisé ensuite Killing Zoe et Les Lois de l'attraction. Qui est maintenant en prison. Qui est maintenant en prison, parce qu'il a causé la mort de quelqu'un alors qu'il était en voiture et qu'il conduisait bourré. Voilà, bref. Et ils ont donc commencé tous les deux dans ce magasin de location de vidéos. Ça devait être une ambiance assez étonnante quand ils travaillaient tous là-bas, puisque justement ils regardaient énormément de films. Et je pense qu'il fallait pas venir avec une cassette... fallait pas louer une cassette que Tarantino n'aimait pas, parce qu'on risquait de se faire pourrir, tout simplement. Oui, puisqu'il est quand même... ou au contraire, donc justement, de se faire encenser parce qu'on va voir tel film. Enfin bref. Quelqu'un qui a une relation très, très forte avec le cinéma. Ah, il est totalement en fatigue quand il parle du cinéma. C'est très agréable de l'écouter parler. Moi, voilà. Oui, c'est sûr, on peut le retrouver dans beaucoup d'interviews sur internet assez facilement, et il est disert, il ne s'arrête jamais de parler de cinéma, et il a ce côté disons vraiment cinéphile, c'est-à-dire même s'il va détruire un film, même s'il va dire que c'est de la merde, au moins on sait qu'il l'a vu et qu'il le connaît par cœur, ce film. C'est sa position de force, notamment par rapport aux critiques, parce que la plupart des critiques se détiennent le bon goût. C'est leur métier de dire si tel ou tel film est mauvais, mais vu qu'il a vu tous les films, ce mec-là, c'est bon, il a une position d'autorité, quoi. Je vous conseille notamment un documentaire qui n'est pas sorti en France, mais qui est trouvable quand même, qui s'appelle Not Quite Hollywood, qui revient sur la Ozploitation. C'est donc les films d'exploitation, les films bis australiens, puisqu'on dit Oz, voilà, pour l'Australie. Et donc le film est très bien monté, donc avec des images d'archives, des extraits surtout des films dont on va parler, notamment Razorback, etc., Mad Max. Et donc aussi, il y a beaucoup d'invités, beaucoup de gens qui sont interviewés, et la moitié du temps qui est justement imparti aux invités est consacré à Tarantino, qui est tout simplement à fond. Il a vu justement tous ces films-là, notamment Hurlement 3, Les Marsupiaux, donc quand les gens se transforment non pas en loup-garou, mais en kangourou-garou. Voilà, donc je vous conseille fortement à la fois le documentaire et ce film-là notamment. Et puis donc, on disait qu'il s'est formé tout seul, donc dans ce magasin de location. Il a aussi commencé à écrire des scénarios. Et il a fait un premier film qu'il a réalisé tout seul avec ses potes, dans lequel il jouait, The Birthday Party, je crois. The My Best Friend Birthday. Voilà, un film qui c'est pas qu'il renie aujourd'hui, il dit que c'est avec ça qu'il s'est vraiment fait sa formation, mais en tout cas il est introuvable et il veut pas qu'on le trouve. On peut voir des extraits sur internet, mais c'est vraiment différent de ce qu'il a fait après. Ça parle beaucoup, et il joue un des rôles principaux, mais c'est pas du plaisir ou de la violence. Ouais, c'est pas. Mais bon, c'est moins maîtrisé. Après tout, il faut bien commencer. Et puis voilà, donc il va commencer par être scénariste, comme beaucoup, comme Oliver Stone, et vendre justement ses scripts. Étant très fan de Tony Scott, notamment à cause de Top Gun, il est très content que Tony Scott donc réalise un de ses premiers scénarios, à savoir True Romance. Jour de tonnerre aussi, je crois, de Tony Scott, c'est un de ses films préférés. Day of Thunder, voilà, avec Tom Cruise, les deux. Et donc c'est Tony Scott, donc le frère de Ridley,
qui va réaliser donc True Romance, qui, comme son nom l'indique, est une histoire d'amour, avec Christian Slater et Patricia Arquette. Oui. Et puis plein de gens, notamment Brad Pitt, Gary Oldman, Dennis Hopper, Christopher Walken, enfin bref, un casting plaqué or qu'on va d'ailleurs retrouver dans la plupart dans les films de Tarantino lui-même. Avec un dialogue très Tarantino sur les morts et le fait que les Italiens ont du sang nègre. Oui. Et ça avait un peu choqué à l'époque, je crois, mais pour Tarantino, c'était un de ses plus grands dialogues qu'il avait écrit. Il avait peur de ne pas pouvoir faire mieux. C'est le fameux dialogue, donc quand Christopher Walken, qui joue un parrain de la mafia, va chez Dennis Hopper, qui joue le père donc, de Christian Slater, qui un gentil qui est en cavale, gardien. qui est un flic. Un flic, oui. Ouais. Et Dennis Hopper, sachant qu'il pourra pas y couper, qu'il se fera flinguer, il va justement, plutôt que de se faire torturer pour dire où est Christian Slater, son fils, il va justement insulter Christopher Walken jusqu'à le faire craquer et donc se faire buter plutôt que de balancer. Et il le provoque, il l'irrite, Christopher Walken éclate de rire, puis il lui tire dessus. Et cette scène est magnifique aussi parce qu'il y a justement ces deux acteurs qui sont très à l'aise, qui jouent un dialogue qui est d'une finesse assez costaud, effectivement c'est assez grossier, mais vraiment Moi je trouve pas que ça soit fin ou... C'est assez grossier, quoi. C'est grossier, mais c'est bien écrit. C'est bien écrit. Mais on y reviendra. Mais Reservoir Dogs, il n'y a que du dialogue grossier. Mais c'est tellement grossier, tellement gros que ça finit par en devenir drôle. C'est à outrance. Et puis donc, il y a aussi cette apparition de Val Kilmer qui joue Elvis, qui est un peu la conscience de Christian Slater. C'est plutôt pas mal. Et un autre scénario... qu'est-ce qu'il en dit d'ailleurs de True Romance ? Est-ce qu'il en est content ? Je sais pas trop, je crois qu'il l'aime bien, il le cite souvent, du fait que ça soit réalisé par Tony Scott et qu'il l'aime bien, et que voilà, il n'a pas trahi sa vision, contrairement à Oliver Stone, qui a, selon Tarantino, complètement trahi sa vision sur Natural Born Killers. Tuernay, et qui formait une seule et même grosse histoire. Ce que j'avais compris, c'est-à-dire que c'était une même et grosse histoire, et il l'a coupé en deux pour faire 2 films, et il a vendu les 2, donc il a fait un peu plus d'argent comme ça. Mais c'est 2 histoires d'amour finalement, et c'était les 2 mêmes, je crois, au début. Et donc il y en a un qu'il ne renie pas, au contraire, qu'il aime beaucoup, qui est True Romance, et un qui renie totalement, c'est Tuernay. Voilà. Et il a insulté, je crois, Oliver Stone à cause de ce film. Oui, il avait dit il a autant d'humour qu'une porte de prison, c'est ça ? Voilà. Ouais. Mais c'est vrai que s'il y a quelque chose qui manque dans Tuernay, c'est un petit peu l'humour quand même. C'est un peu difficile à regarder, je trouve. On en avait parlé quand on a fait l'émission sur Oliver Stone, c'était il y a quelques mois déjà. Et puis donc il va réaliser ensuite son premier film, puisqu'il a réussi donc à se faire connaître comme ça, avec ses scénarios, et ça sera donc Reservoir Dogs, qui est tourné pour pas très cher, mais pourtant il arrive à choper des très bons acteurs, Tim Roth, et puis surtout Harvey Keitel. Harvey Keitel qui va faire en sorte que sa présence dans le film, le fait qu'il est signé, va faire en sorte que le film se fasse finalement. C'est totalement grâce à lui, parce que c'est par ses contacts et sa femme, ou je sais plus, un truc comme ça, qui va avoir accès à des patrons de maisons de production, et qui vont dire donc justement de ce scénario, je crois qu'on en a déjà parlé, mais soit ce mec est un génie, soit c'est un crétin complet, quoi. et donc ils ont dû opter pour l'option génie, et puis ils ont finalement donné les subventions pour faire le film. Il s'est retrouvé avec un petit film, parce que c'est pas grand chose, c'est une sorte de huis clos, donc il y a pas d'effets spéciaux, il y a pas de course-poursuite. Il y en a un peu. Ça devait pas, il y en a un peu, mais pas grand chose, quoi. C'est surtout en intérieur, donc ça devait pas coûter grand chose, quoi. Ce qui devait coûter un petit peu cher, je pense, c'est le casting, parce qu'il faut les payer, les comédiens, et je crois qu'Harvey Keitel a renoncé à son salaire pour ce film, parce qu'il adorait, il est tombé amoureux du scénario. Donc Tim Roth aussi, qui joue la taupe, un flic infiltré chez les malfrats. Michael Madsen aussi, dont c'est la première collaboration avec Tarantino, qui est un excellent acteur, un petit peu feignant, on va dire, quand même, puisque c'est quand il veut, voilà, ça dépend des films. Sa filmographie n'est pas brillante, voilà. Mais il a des rôles, certains rôles brillants, et notamment celui-là, parce que je pense que c'est l'image dont on garde de Reservoir Dogs.
C'est ce côté, je sais pas, iconique de Michael Madsen, le beau gosse qui ressemble un peu à Elvis, comme ça, avec son costard noir et blanc, son chips et son coca avec ses lunettes, super cool, comme ça. C'est super cool, et puis ultra violent, qui donc s'amuse à torturer le flic qu'ils ont récupéré pour jusqu'à lui couper l'oreille. Cette fameuse scène, tout en dansant. C'était la scène emblématique qui a fait parler du film à Sundance, c'est là-bas qu'il a débarqué. Ouais. Donc, on va parler du film. Ce qu'on peut voir dans ce film, donc je sais pas comment en parler, mais la première réaction, je me suis dit, mais c'est quoi ce branleur, quoi. C'est la première phrase du film, il faut quand même le voir, elle est en noir, voilà, il n'y a pas d'image avant que la scène s'ouvre. Et sa première phrase, c'est la queue Virgin, c'est une métaphore sur les grosses queues. Donc il y a quand même une histoire du cinéma, des auteurs qui étaient là avant lui, et lui il débarque dans cette discipline sans qu'on sache qu'il allait devenir le génie qu'il est devenu, et il débarque avec cette grosse phrase bien grasse et un dialogue encore plus gras après en disant voilà, il lui creuse un tunnel comme Charles Bronson dans La Grande Évasion, machin. Voilà, c'est pas très fin, quoi. Et je suppose que les critiques au début devaient se dire, bon bah voilà, c'est pas avec lui qu'on va atteindre la beauté, la vérité du cinéma. Je sais pas comme certains ont pu l'écrire. Mais en même temps, c'est très rafraîchissant. Bah c'était nouveau en fait, parce que personne, je pense, n'avait osé déjà parler d'une chanson populaire comme ça, de l'intégrer dans. Il y a une intrigue, logiquement, il y a une intrigue, et puis les personnages parlent à propos de l'intrigue, ou je sais pas ce qui se passe. Là, c'est un dialogue totalement externe à l'histoire. Il y a des mecs qui sont assis autour d'une table et ils discutent d'une chanson. Donc ça, c'était nouveau déjà à l'époque. Maintenant, bon, c'est accepté parce qu'il a fait toutes sortes de dialogues en parlant de Superman, en parlant de je sais pas quoi dans Kill Bill 2. Mais ça, c'était nouveau. Et surtout, ce qui était nouveau et qu'on a tendance à oublier, c'est sa capacité à faire de la déconstruction narrative. C'est-à-dire qu'avant lui, les histoires, elles étaient normalement linéaires. Bon, on va prendre des pincettes. Il y a quelques personnes qui ont essayé quand même. Oui, Orson Welles, voilà, il y en a plein qui l'ont fait, mais la déconstruction narrative était un petit peu, je pense, au cinéma élitiste, et lui l'a rendu ludique, en fait. Ouais. Voilà, c'était pas du tout embêtant à regarder, ce qui aurait pu être chiant, quoi, qu'est-ce qui se passe, quoi, où on en est, et en fait pas du tout. Et donc ça, c'est un truc qu'il a imposé, qui est revenu dans tous ses films, Pulp Fiction, Kill Bill, qu'il a appuyé d'autant plus avec Kill Bill parce qu'il y a des noms de chapitres comme ça dans Inglourious Basterds aussi, qu'à l'époque de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction, c'était moins appuyé, mais c'était déjà là. Et la déconstruction narrative, ça peut n'avoir apparemment aucun lien, mais c'est presque à la base de son humour, parce que Tarantino fonctionne en rupture de ton permanente. Et c'est ça qui fait qu'on est un peu décontenancé et que le décalage des fois est tel qu'on en rigole. Voilà, donc par exemple, Reservoir Dogs, ça commence avec juste après la scène de repas. On les voit marcher au ralenti, genre les mecs sont super cool, ils sont inaccessibles, voilà, c'est des stars, quoi. Et c'est ce que laisse à penser Tarantino. Et la scène d'après, on retrouve un mec qui est en train de gueuler comme une fille. Je vais crever sous 1 hectolitre de sang. Et ça, on retrouve ça partout. Donc, genre dans Kill Bill, ça commence de manière très sobre, avec un noir et blanc, une chanson de Nancy Sinatra, et cette femme dans cette robe de mariée avec une très belle lumière. Et le plan d'après, c'est la même actrice avec sa petite veste en cuir qui sort de sa fourgonnette Pussy Wagon jaune et rose dans une maison de Pasadena avec une belle pelouse verte et un ciel tout blanc. Donc ça crée des ruptures de ton permanentes. Et s'il juxtaposait pas ces différentes plages de temps, eh bien, il n'y aurait pas ces décalages. Voilà. Et c'est de ces décalages qu'il obtient l'humour. Comme il obtient l'humour des décalages par rapport aux personnages. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui sont iconiques, qui sont mythiques, genre Michael Madsen, qui est beau, qui est cool. Vic Vega, Vincent Vega aussi, qui est pareil, qui est imposant dans son costume. Travolta, dans Pulp Fiction. Ouais. Mais il parle comme des enfants. Voilà. Mange pas la cerise, tu me roules une cigarette à la cow-boy. Voilà. Donc ça paraît normal aujourd'hui, mais c'était impressionnant parce qu'on voyait des gangsters. Donc l'histoire du gangster au cinéma américain est importante. Humphrey Bogart, je sais pas, des personnages qui en imposent. Mais les personnages de gangsters de Tarantino, c'est des gosses, quoi. Ouais. C'est des gosses, et puis c'est des êtres humains. Enfin, c'est des vrais. C'est-à-dire jusqu'ici, oui, les gangsters, c'est une figure iconique, effectivement, de héros anti-héros qui remonte aux années 30, donc que ce soit Scarface avec Paul Muni ou L'ennemi public avec James Cagney, et Little Caesar avec
Edward J. Robinson, et justement, donc là, il va les implanter justement dans leur milieu. On va les voir tels qu'ils sont, minables, médiocres, mais pourtant impressionnants. Et la présence de Edward Bunker, donc c'est lui qui va donner le nom aux gens, Mr. White, Pink, etc. D'ailleurs, Mr. Pink, c'est Steve Buscemi qui le prend très mal. Et donc Edward Bunker, le chef, c'est donc un écrivain, un ancien tolard lui-même, qui a écrit donc des livres tels que Animal Factory, qui a été fait en film ensuite par Buscemi d'ailleurs, La bête contre les murs, etc. Donc qui raconte vraiment ce qui se passe dans la vie des malfrats, c'est-à-dire effectivement c'est pas toujours rose, et voilà, c'est vraiment intéressant. Aussi, on voit des références à un autre auteur, un autre écrivain américain, Elmore Leonard, dont justement Tarantino va adapter Punch Créole, qui est en Jackie Brown, et qui lui aussi donc parle justement de la vie un peu minable de ces gangsters, mais tout en les rendant intéressants, quoi, les rendant humains, et finalement on s'attache à eux, quoi. Mais ils paraissent faux. Enfin voilà, c'est pas des gangsters totalement réalistes, malgré qu'ils soient pris dans leur quotidien, ce qui leur arrive, parce qu'à chaque fois ils sont très imposants, très cool, que ça soit Jules Winfield ou Vic Vega, quand ils arrivent, on est sous le charme, quoi, parce qu'ils sont impressionnants, ils sont imposants. Mais à chaque fois ça part en vrille, les histoires. Et dès que ça part en vrille, parce que c'est marrant, on surnomme Tarantino le prince du cool, mais ces personnages sont cool qu'au début. Après, ça devient des mecs qui sont dans l'affolement permanent, qui sont tout le temps énervés. Il y a qu'à voir Pulp Fiction quand Jules Winfield et Vincent Vega se prennent la tête. De quoi on a roulé sur une bosse, je t'en foutrais des bosses, des dialogues comme ça. Lève-toi les mains, ta serviette n'aurait pas l'air d'un Tampax. Ouais, mais si j'avais une pierre ponce, machin, des trucs qu'on n'avait pas entendus. Enfin, un gangster, ça parle pas de pierre ponce. Ou de Big Mac. Ou de Big Mac, oui. Mais ils ont tendance à s'énerver. Donc c'est ça qui est marrant. Moi, c'est là où je trouve que Tarantino est le meilleur, c'est quand il fait s'énerver ces personnages qui ont cette apparence de cool et de mecs qui sont inaccessibles. Et que voilà, le quotidien, même si c'est pas très très quotidien, je viens d'exploser la tête d'un mec dans une voiture, mais c'est leur quotidien, on va dire. Quand leur quotidien leur tombe dessus, voilà, ça finit dans l'affolement général, où ils doivent nettoyer une voiture. Et voilà, ils se prennent la tête. Une personne qui reconnaît ses fautes, c'est à moitié pardonné. C'est un grand homme qui a dit ça. L'autre qui lui fait, ouais, mais le mec qui a dit ça, il a jamais eu à ramasser des bouts de cervelle à l'arrière d'une voiture. Donc, c'est une suite de personnages énervés. Et c'est là où je pense qu'il y a métaphore, parce qu'il faut quand même voir, même si c'est apparemment un débile. Tarantino, même, je le pense pas du tout, mais de sa façon de parler de série B, de machin, on peut se dire il est plus proche d'un Ed Wood que d'un Orson Welles, quoi. C'est un mec qui fait des blagues, c'est un entertainer. Il y a le cinéma de divertissement, voilà, comme des films Maman j'ai raté l'avion ou je sais pas quoi, et le cinéma d'art. Et on pourrait se dire que Tarantino est plus proche du cinéma de divertissement, parce que finalement il fait que donner du plaisir au spectateur. Voilà, il se fait plaisir, on est d'accord. Et il se fait plaisir. Mais il oublie jamais le spectateur, effectivement. Ces films sont montés pour justement qu'on passe un très bon moment. Mais la question, c'est est-ce qu'il n'est que ça ? Parce que ce qui m'intéresse chez lui, c'est que, ok, il fait marrer, ok, il veut faire les plus grandes courses-poursuites de l'histoire du cinéma, ok, il veut éclater la tronche de 88 mecs à coups de sabre, mais est-ce qu'il fait du cinéma pour rigoler, quoi ? Est-ce que c'est un marrant, finalement, Tarantino ? Et récemment, genre à la télé, au début de l'année, il est allé dans une émission de talk show, je sais pas quoi, il a dit à partir de maintenant, avec Inglourious Basterds, je peux être considéré comme un auteur. Voilà, donc il se considère comme un auteur. Il a dit, je ne suis pas un homme qui me prend au sérieux, mais je prends très au sérieux mes films et mes talents artistiques. Donc je pense qu'il veut faire plus qu'amuser les gens, et je pense qu'il y a des choses à analyser dans son cinéma qui sont peut-être pas immédiates, parce que ce qu'on a d'abord, c'est une sorte de plaisir immédiat. Voilà. Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à dire quand il parle de hamburger, ou est-ce qu'il veut juste fabriquer du vide ? Et il a un talent pour créer les images. Genre quand même, c'est un titre métaphorique, Reservoir Dogs. Voilà, il parle de chiens. On n'a pas le temps d'en parler trop longtemps, mais je vous laisse voir dans tous ces films, la métaphore du chien, elle revient tout le temps. Le clébard, les dogs, enfin vous verrez. Oui.
Et donc, je pense que ce qu'il fait, c'est une métaphore. Ce titre est très métaphorique. Et ce qu'il montre dans Reservoir Dogs, c'est des chiens. C'est des mecs qui font que s'aboyer à la tronche. Ils ont peut-être cette apparence de cool, mais c'est des mecs qui font que s'aboyer à la tronche, quoi. Genre, Les grandes gueules, ouais. je vais faire de toi ma chienne. C'est tout ce foot de nègre que t'as pris en prison, qui te ressort par la bouche. Maintenant, tu parles comme un nègre. Ils font que s'énerver, quoi. C'est vraiment des chiens qui s'aboient les uns sur les autres et qui finissent comme dans un chenil à se bouffer les uns les autres. On racontera pas la fin, mais en gros c'est ça, hein. Il reste plus personne à la fin. Donc voilà, et je pense qu'il faut différencier comment dire, les apparences de ces personnages de ce qu'ils sont vraiment. Et c'est quelque chose que lui, sur lequel il insiste dans Boulevard de la Mort. Il dit clairement, même si c'est commun comme phrase, mais il faut se méfier des apparences. Dans Inglourious Basterds, Brad Pitt à la fin dit « Je suis l'esclave des apparences ». Donc il y a une différence entre ce qu'impose un personnage, et il le dit lui-même, le tueur de Boulevard de la Mort, ce qui fait peur en impose. Jules Winfield en impose, il fait peur. Et voilà, faut différencier tout ça. Et ma question, c'est finalement, est-ce qu'il aime ces personnages au point de les défendre ? Genre, pour lui, c'est vraiment des héros ? Ou est-ce que finalement, il n'arrête pas de les critiquer ? Et dans la façon de déconstruire les mythes qu'il impose, c'est-à-dire qu'il impose lui-même Jules Winfield, par exemple, dans Pulp Fiction, et Vincent Vega comme des figures super cool, un peu méchants, mais qu'on respecte justement, parce qu'ils ont à la fois ce capital dangereux et en même temps, ils sont puissants. Mais il s'amuse lui-même à les déconstruire, parce qu'il sait qu'il fabrique Vincent Vega qui se fait shooter alors qu'il est sur les toilettes. Enfin, c'est voilà. une manière de déconstruire un mythe, quand même. Et le fait de les voir à la fin en short et en t-shirt, il déconstruit ses propres mythes. Et ça, je trouve ça très bon, parce que des personnages comme Humphrey Bogart s'imposent tout seuls comme mythes, et personne ne les a déconstruits. Le cinéma, après... Si, quand même un peu... Je pense à Bogart d'après-guerre, où il jouait des méchants et tout. Lui-même. Mais c'est un truc qu'il fait souvent. Et dans Kill Bill, il y a un dialogue où il parle de John Wayne. John Wayne, c'est une espèce d'icône qui est rentrée. Genre le John Wayne humain, on sait rien de lui, on connaît pas sa sensibilité. Mais ce qu'il a laissé avec ses personnages, c'est le John Wayne sauveur de la veuve et de l'orphelin. De l'Alamo. Et dans Kill Bill, lui, il dit John Wayne, c'était une fiotte, quoi. S'il avait pas sa loge 3 étoiles, il se mettait à chialer, quoi. Donc c'est une façon de déconstruire des mythes. Donc c'est un ressusciteur de comédiens et de mythes, parce qu'il fait revenir John Travolta, il fait revenir Pam Grier, Bruce Willis, tout le monde. Mais voilà, il y a tout un travail sur la déconstruction dans son œuvre. Eh bien, on va continuer donc de parler de Tarantino, et on se met une petite musique quand même. Le temps de souffler, de prendre un petit verre d'eau. Ça va être sur la bande originale de Inglourious Basterds. C'est David Bowie, Putting Out Fire with Gasoline, qui est en fait un titre qui a été créé pour un autre film, à savoir La Féline, le remake de La Féline, mais par Paul Schrader dans les années 80 avec Nastasia Kinski. C'est donc David Bowie en collaboration avec Giorgio Moroder. Que demande le peuple. Ça s'appelle donc Putting Out Fire with Gasoline, et on se retrouve tout de suite après pour continuer à parler de la filmographie et de l'œuvre de Tarantino. Change
en anglais. Action! Mais comment le faire développer? Seuls des idiots suicidaires comme nous feraient développer ces images-là. Puis supposons qu'on arrive à le faire développer, comment obtenir une copie 35 mm avec une bande sonore? On trouve quelqu'un capable de tirer et développer une copie 35 mm avec la bande sonore. Et on l'oblige à le faire. Ou on le bute. Ramène-moi cet enfoiré, mets-lui la tête sur la table. Soit tu fais ce qu'on te dit de faire, soit je t'enfonce cette hache dans ton crâne de collabo. C'est pas un collabo! Marcel, est-ce que sa femme et ses enfants te connaissent? Alors une fois qu'on aura buté ce clébard à la botte des Allemands, on ira les faire taire une bonne fois pour toutes. So blue, an ageless heart that can never mend, whose tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've « 100 ans de cinéma ». Le cinéma en profondeur. De retour donc dans 100 ans de cinéma avec notre invité Nicolas Vinet. Donc on vient de s'écouter Putting Out Fire with Gasoline de David Bowie et Giorgio Moroder sur la BO de Inglourious Basterds. Et donc nous continuons, nous avons parlé un petit peu de Reservoir Dogs. On peut au moins parler de Pulp Fiction et de l'accueil qu'il a reçu. Puisque Tarantino a eu la chance, pour un auteur contemporain, d'être reconnu très vite. Donc deuxième film, Palme d'Or, voilà, directement à Cannes. Et depuis, tous ces films sont sélectionnés à Cannes, en fait. De Boulevard de la... Kill Bill 2, je crois Boulevard de la Mort. Jackie Brown, et puis Inglourious Basterds, qu'il a réalisé pour être à Cannes, en fait. Il avait annoncé l'année d'avant. Ouais. Il avait dit, je le fais en 1 an, et l'année prochaine, il est là, quoi. Ce qu'il a fait. Il a reçu le prix donc de meilleur acteur. Meilleur acteur. Ah, meilleur acteur. Oui. Il n'y a pas second rôle à Cannes. Meilleur acteur pour Christoph Waltz, donc l'acteur autrichien qu'il a déniché alors qu'il jouait dans l'Inspecteur Rex et autres d'Eric. Et puis il a su justement le trouver. Maintenant, c'est une star internationale et surtout un très grand acteur. Il a gagné tous les prix pendant l'année. Pour le second rôle. Bah oui, notamment l'Oscar, quand même. Et puis donc Pulp Fiction, c'est aussi le retour, et ça c'est quelque chose qui va faire énormément, on en a déjà parlé, mais c'est le retour de Travolta, qui était au fond du gouffre après Allô Maman, Ici Bébé 3, où justement ce n'était plus des enfants, mais des chiens qui parlaient, une horreur, quoi. Et puis donc Tarantino a choisi justement de le prendre, et c'était une très bonne idée. À la base, je crois que c'était Michael Madsen qui devait donc reprendre son rôle, et il pouvait pas, question d'agenda, donc il a pris John Travolta, et quand on voit la scène de la danse copiée sur Grise, ça c'était fait pour lui. Bah oui, il danse bien quand même. Formation de danseur. C'est aussi le retour de Bruce Willis qui a une carrière en dents de scie, qui justement qui est en constant comeback finalement. Qui avait fait, je sais plus, d'ailleurs 2, et puis même d'autres trucs. Justement, il jouait dans Allô Maman Ici Bébé, puisque c'est lui qui faisait la voix du bébé. C'est vraiment un gouffre, ce film. Et donc, c'est son retour. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Il faut en parler, effectivement. Notamment, si vous êtes un petit peu cinéphile, le générique de fin de Allô Maman Ici Bébé 3
et chanté par Jordi. Voilà, c'est une horreur, c'est trouvable sur Internet. Parlons donc de Pulp Fiction, qui lui est un film qui vaut le coup. Ouais, non. Ok. Eh bien, après Reservoir Dogs, donc il reprend un petit peu sa façon de faire, c'est-à-dire des constructions narratives, des personnages qui en imposent, et une situation qui fait que tout part en vrille. Donc on a deux héros comme ça qui se retrouvent, enfin, je sais pas. Non mais oui, le film commence dans un diner, enfin un café quoi, comme Reservoir Dogs. Et donc ça, directement, donc on arrive au côté vraiment bas de plafond donc de la vie justement de ces gangsters un peu minables, mais du coup qui vont prouver un peu leur grandeur, notamment grâce au dialogue de Samuel Jackson qui remet un peu à sa place les autres qui sont encore plus minables qu'eux, donc joué par Tim Roth avec un dialogue et Amanda Plummer, tout droit sorti de la Bible, que lui-même dit je dis ça parce que ça en jette. Alors, il le dit lui-même dans le film, et à la fin il se dit ah ouais, j'ai quand même réfléchi après ce que ça veut dire. Donc ça, c'est marrant parce qu'il y a donc toujours ce côté il faut que ça en jette chez Tarantino, et puis après on réfléchit après coup, sauf Vincent Vega qui réfléchit pas et qui crève dans ses chiottes un peu comme une merde. Mais je sais pas, enfin tout le monde l'a vu, on en a beaucoup entendu parler. Je saurais pas par où commencer pour en parler, mais il y a plein de petites merveilles drôles, genre, je sais pas si une idée comme ça après coup, mais John Travolta, à chaque fois qu'il se passe un truc dans le film, il est aux toilettes. Voilà. Que ce soit l'overdose de la fille, il est aux toilettes, que ce soit le braquage du dîner par les deux petits gangsters, il est aux toilettes en train de lire son comics. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la vie avance et qu'il se passe des choses, lui, il est dans son intimité, comme ça, en dehors du monde. Et enfin voilà, c'est des petites idées comme ça, qui sont un peu bêtes, mais qui sont extrêmement drôles, quoi. Et donc Tarantino avec ce film, moi je sais que je l'aime parce qu'il est drôle. Voilà. Oui. Et pour moi Tarantino c'était un déconneur, c'est tout. Même avec ce film, j'avais du mal à l'époque à me dire mais c'est un auteur. Non, il fait dans la gaudriole quoi. C'est un marrant. Mais il sait en imposer. C'est-à-dire que par rapport à des Shyamalan ou d'autres réalisateurs, il a cette espèce d'aura un peu violente qui lui vient, je pense, de Reservoir Dogs et du fait que à tout moment ce mec peut te faire une scène où il te coupe une oreille. Ou t'exploser la tête d'un mec dans une voiture et que ça te surprend. Mais si on passe sur ça, c'est quelqu'un qui manie le verbe avec brio, qui te crée des dialogues. Enfin, c'est ça qui me reste le plus. Il y a des images, mais c'est surtout les dialogues. Quand Jules Winfield se retrouve chez Jimmy, il lui fait mais il est excellent ton café. Vincent et moi, on se serait contenté de n'importe quel café lyophilisé. Et voilà que Jimmy nous sort l'arabica des grands jours. Mais dis-moi, Jimmy, d'où vient ce nectar? Enfin, il a une espèce de punchline comme ça permanente. Et je crois qu'il le dit lui-même, son plus grand talent, c'est les dialogues. Et on y reviendra, mais c'est ce qui m'avait fait détester Boulevard de la Mort, c'est que tous les dialogues sont quasiment minables. Et moi j'aime bien. On y reviendra, mais ce que j'appelle moi sa trilogie Black, voilà, ses 3 premiers films, se démarquent du cinéma, on va dire, d'un autre cinéma, de par ces dialogues que je trouve absolument excellents et qui, je m'en étais pas rendu compte, sont très différents de film en film. C'est-à-dire que les dialogues finalement de Reservoir Dogs sont toujours dans l'énervement et sont très vulgaires quand on revoit le film. Et c'est des dialogues écrits différemment dans Pulp Fiction, écrits différemment dans Boulevard de la Mort, et écrits différemment dans Inglourious Bastard, où c'est plus analytique, il y a vachement de raisonnement de mais où, et donc, en gros, le raisonnement très analytique du Hans Landa. Et en fait, c'est pas un mec qui a une façon d'écrire un peu comme Audiard, c'est une sorte de peintre, et les dialogues, c'est un de ses pinceaux, et il adapte ce pinceau à chacun de ses films. Voilà, donc c'est un dialoguiste qui voit les mots au cinéma comme quelque chose d'important, et je sais pas, beaucoup diraient c'est du théâtre, machin, mais il s'adapte en fonction des films, et ça je l'avais pas vu. Pour moi, les 3 premiers films c'était Tarantino, c'est comme ça qu'il écrivait. Et dans Boulevard de la Mort, il y a des phrases longues, il y a pas de punchline comme ça, je trouve. Il y a des phrases qui voilà, la pathologie verbale de Tarantino, quand on l'entend parler dans ses interviews où il s'arrête jamais. On les retrouvait dans ces personnages-là. Donc logoré, une diatribe. On ne peut pas s'arrêter. Et je trouvais qu'il a, je sais pas, soit il s'était laissé aller dans Boulevard de la Mort, dans ses dialogues, soit c'était fait exprès. Voilà. Je crois que c'était fait exprès quand même. C'était fait exprès, mais moi la première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression d'assister à un ratage complet. Et j'ai pas été le seul, puisque ça a été un énorme bide, et notamment en Angleterre. Et ça, il l'a très mal pris pour son ego,
Tarantino. Moi, j'ai beaucoup ri. J'aimerais parler un petit peu de la virilité, du mythe de la virilité chez Tarantino, qui est quelque chose qui le travaille énormément. Justement, on pense à Boulevard de la Mort, où justement ce personnage joué par Kurt Russell, le grand Kurt Russell, commence par justement, en fait, c'est une espèce de chasseur. Ses proies, c'est donc les jeunes filles. Et puis, il va finir par se faire chasser lui-même. Dans Pulp Fiction, le grand méchant finit par se faire violer. Il y a toujours ce problème donc, de la virilité. Et je pense qu'à chacun de ces personnages, on disait qu'il aimait bien justement les faire descendre de leur piédestal, notamment par ces moyens-là. C'est-à-dire, oui, il va présenter des personnages de la nouvelle virilité, un petit peu, qui sont un petit dans la lignée de John Wayne, etc., pour ensuite les déconstruire totalement, mais les déconstruire de manière sexuée, quoi. Enfin, d'en faire justement autre chose que des machos, quoi. Les machos sont punis, quoi. C'est ce qu'il y a dans Pulp Fiction. Mais dans Boulevard de la Mort, il y a une fin à ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de plus. C'est pas simplement la déconstruction de Kurt Russell, comme il y a la déconstruction de Vincent Vega. Dans Boulevard de la Mort, c'est la déconstruction de Kurt Russell qui permet l'avènement de la femme cascadeuse. Donc, ce qui est intéressant dans Boulevard de la Mort, c'est qu'il est coupé en deux et qu'on a deux parties qui sont un peu opposées, mais qui se rejoignent, parce qu'il y a deux groupes de filles que, apparemment, on fait pas trop la différence, elles sont plus ou moins identiques, mais que dans la première partie, elles sont femmes-corps, au sens qu'elles sont des objets érotiques. Voilà. Et finalement, leur talent, notamment à la principale, c'est de faire une lap dance, où son corps devient un objet érotique. Alors que dans la deuxième partie, la femme corps, c'est pas non plus une intellectuelle, quoi. C'est pas une femme qui se caractérise par son esprit, mais c'est une femme corps qui ne joue pas de son corps comme un objet érotique, mais qui va affronter le danger avec son corps. Donc on a d'un côté la danseuse et de l'autre côté la cascadeuse. Et celle-ci a cette virilité, parce que qu'est-ce que la virilité si, je sais pas, c'est une notion de force, une notion de puissance, une notion d'aller affronter le danger. De conduire des voitures. Voilà, des voitures rapides. Et de tout temps, finalement, la vérité, c'était l'homme, c'était lui qui allait affronter le danger. Et d'un coup, dans ce film, on a une femme qui est comme ça, libérée, machin, et qui va affronter elle-même le danger sur le capot d'une voiture. Et c'est un véritable talent. Et au moment où elle fait ça, elle dit à l'actrice qui est plus jolie et qui fait pas grand-chose, finalement, elle lui dit « regarde l'artiste ». Et c'est une façon de Tarantino de nous dire maintenant, regarde ce qu'elle va te faire, quoi. Oui. Et donc voilà, elle fait une scène que... Putain, c'est pro ici. On nous appelle. Excusez-moi, vas-y. Et continue. Et donc la virilité, la femme forte. Voilà, c'est la virilité. Dans Kill Bill, quand même, le rôle principal est joué par Uma Thurman. Je réponds, hein. Non, assistant, s'il vous plaît, Corentin, veuillez répondre au téléphone. Et puis, mais même chose, hein, Uma Thurman, qui est donc très, très femme. Magnifique dans ce film, qui est aussi une femme forte, donc un personnage, un rôle fort et intéressant. Femme maman aussi, et qui lorsqu'elle est dans le coma se fait violer aussi à répétition. Il apprécie quand même justement l'idée du viol, quoi, de violer l'intimité de ses personnages. Il apprécie. Je pense qu'il apprécie de le faire. Voilà, ça ne veut pas dire que lui-même apprécie le viol, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est une manière intéressante de justement déconstruire un personnage, ou plutôt d'en voir une autre. De violer son intégrité physique. C'est quelque chose qui, a priori, il fait assez régulièrement. Même chose dans Glorious Bastard, où tous les personnages peuvent mourir d'un moment à l'autre, se faire défigurer ou prendre une croix gammée sur le front. Et puis j'aimerais surtout parler de Jackie Brown, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici, mais qui est pour moi peut-être le plus grand film de Tarantino. C'est vraiment le moment où deux auteurs se rencontrent. C'est la seule adaptation qu'il ait faite, donc adaptation de Punch Créole, donc d'Elmore et Léonard. Et ça lui va comme un gant. Et c'est surtout ce film qui est très... Par rapport à ses autres films, c'est un film qui est très tendre, avec ses personnages, des personnages forts. Le personnage joué par Pam Grier, donc le rôle titre, et Robert Foster. Leur histoire d'amour est magnifique. Elle est vraiment une grande tendresse, des gens qui ont la cinquantaine. C'est beau, quoi. Ouais, mais c'est pas ce que je demande à Tarantino, en fait. Et c'est pas ce que j'aime chez Tarantino, en fait. Et ce que j'aime chez Tarantino, c'est son esprit machiavélien, par exemple. Et il le révèle de plus en plus. C'était marrant, Pulp Fiction, c'était marrant, Kill Bill.
Mais dans Boulevard de la Mort, Inglourious Basterds, il a une façon de prendre le spectateur comme ça et de jouer avec lui. Et je pense que dans sa première partie, par exemple, à Boulevard de la Mort, il fait monter la pression jusqu'à créer une certaine frustration. C'est pour ça que les dialogues finalement sont pas terribles. On se dit, elle ne balance que du vent, quoi. Donc ça sert pas à grand chose. Et il fait monter la frustration par le vide, par toutes ces femmes, jusqu'à la scène de lap dance où fatalement, je pense, tout homme est dans le rouge. Et à ce moment-là, Kurt Russell, qui sait très bien tout ça, qui est finalement Tarantino en personne, brise le 4e mur et nous regarde. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Non. Il nous regarde dans les yeux. Voilà, ce que fait jamais je me rappelle pas qu'un personnage ait déjà fait ça chez Tarantino. Il brise le 4e mur, nous regarde en disant « T'inquiète, c'est pour maintenant ». Et il va les exploser, et il les explose une par une. Oui, je me rappelle. Oui. Donc ça, c'est une forme de catharsis. C'est en gros, je vous ai frustré, maintenant j'assouvis votre désir. Et ça conduit à un sentiment de culpabilité fatale du spectateur qui a une deuxième chance, on va dire, une sorte de rédemption comme ça, avec la deuxième histoire. Et il apporte, et c'est la vengeance, quoi, la vengeance des femmes. Voilà, donc que vous soyez homme ou femme, je pense que la vision du film sera différente pour vous. Moi, j'aimais bien le personnage de Stuntman Mike, qui est à la classe, et en plus, c'est joué par Kurt Russell. Et puis, mais il le sait, ça, Tarantino, dans la première partie, que les filles vont nous énerver, et que cette espèce de vieux patriarche, là, qui est par Kurt Russell, vieux matou, ouais, avec des... Vieux pierre à feu, qui est dans l'esprit collectif Snake Plissken, et va être apprécié des spectateurs, on va dire, masculins. On vient de me dire que c'était le meilleur regard caméra du cinéma, tout simplement. Parce qu'il a une vraie utilité. C'est contrairement à Belmondo dans À bout de souffle qui dit « Vous n'aimez pas la mer, vous n'aimez pas la montagne, allez vous faire foutre ». C'est marrant, mais ça n'a pas d'utilité, quoi. C'est du jeu, quoi. C'est du jeu. Alors que là, ça a un sens. Et je vais t'apporter ta récompense, quoi. Et puis donc on a parlé on va pas pouvoir s'étendre puisqu'il reste ce qu'on peut dire de Kill Bill, minutes, mais... ce qu'on peut dire de Kill Bill, c'est, je pense, son manifeste. C'est là où il exprime tout l'amour de son cinéma. Voilà, donc ça a hérité, je pense, plus d'une personne. Moi, le premier, j'ai quand même beaucoup de mal à le regarder. Voilà. Le deuxième m'a beaucoup plu parce qu'il y a des dialogues, justement. Il y a Carradine, il y a Madsen qui sont très bons, qui font le film, plus ou moins. Il y a même l'apparition de Samuel Jackson. Uma Thurman est très bien, mais c'est vrai que le premier, il y a ce côté... Maxi Best-of. Maxi Big Mac. On éclate 88... La grosse différence, c'est qu'avant, dans ces 3 premiers films, il faisait du cinéma de dialogue, il n'y avait absolument aucune action. S'il te faisait un film de genre de braquage, il te montrait même pas le braquage, donc il n'y avait pas d'action, il n'y avait rien. Et il est venu à l'action avec Kill Bill. Donc là, il s'est lâché, et il l'a fait en fan d'action, donc tu as tes scènes de sabre. Si t'es pas fan de films de samouraï... Bah si, pourtant, mais... t'es fan de films, oui. Des bras découpés, c'est marrant, mais là, je sais pas. Et donc voilà, c'est un peu l'overdose d'images, quoi. C'est un peu le maxi best-of. Et il te met tout ce qu'il aime dans le cinéma dans ce film. Et il te raconte une histoire absolument épique. Et ça plaît ou ça plaît pas. Moi, je sais que c'est moins ma sensibilité que ces 3 premiers films. Mais ce que j'aime, finalement, c'est après Kill Bill, c'est qu'il est passé encore à autre chose. Et qui est une construction un peu plus machiavélienne, comme ça, jusqu'à Inglourious Basterds, dont on va parler quand même. Qui était censé être son film de guerre. Voilà, il avait dit partout, je vais faire mon Man on Mission. C'est une équipe de mecs qui se retrouvent pour partir dans une mission. Il avait, puisqu'il en a parlé dès Jackie Brown, c'était son fameux film de guerre, il est passé par plusieurs stades où il voulait faire ce que Stallone va faire cet été, c'est-à-dire récupérer toutes les vieilles stars des années 80 du film d'action et qui se pètent tous la gueule entre eux. Finalement, Tarantino, il n'a pas fait du tout ça. Stallone se voyait déjà chez Tarantino et il a dû sentir le vent tourner, donc il a écrit lui-même son histoire de Man on Mission qui vont tout casser. Il a bien fait. Et résultat, comme il fait Reservoir Dogs, qui est un film de braquage sans braquage, il fait un film de guerre où il n'y a quasiment pas de guerre. Ah oui, bien sûr. Voilà, donc il fait du détournement de film de genre, quoi. Il ne fait pas du film de genre. Mais on voit clairement donc ce qui l'intéresse justement quand lui il va voir un film de guerre, ce qui va l'intéresser c'est pas les scènes d'action. Il a pas du tout fait le soldat Ryan, il a fait plutôt ce qui se passe après, c'est-à-dire pas le combat, pas le débarquement ni le final avec le char. Il a fait donc les dialogues, c'est ça qui lui plaît beaucoup plus. Et son film de guerre il le sait très bien. Hein. Déjà il réinvente un peu l'histoire, il réécrit. Il est à peine crédible, hein, quand même. Ils peuvent se balader partout où ils veulent, etc. Les personnages, alors qu'on est dans une Europe en guerre, mais ils s'en foutent. Puis il a bien raison, parce que là, c'est aussi encore une fois un hommage justement à tous les films qu'il a vus et qu'il a aimés.
Notamment avec ce début là, à la Sergio Leone. Ah oui, bien sûr. Avec la musique, donc la reprise de la lettre à Élise, qui est comme ça sur un piano qui s'entête un petit peu. Et puis donc surtout les dialogues. Enfin, moi je trouve qu'Inglourious Basterds, c'est un film qui tourne autour de 3 scènes. Et que c'est vraiment pour ça qu'il a fait le film. Il y a justement le dialogue de Hans Landa avec le français qui parle anglais. Voilà. On a de la chance, un fermier qui parle anglais. Mais ce qui est fort, c'est que moi j'avais trouvé ça ridicule. Ouais. C'est-à-dire qu'on a ce que tu dis, un fermier français qui parle anglais, d'un coup tu as un jugement par rapport au film où tu te dis mais c'est débile ce que tu fais. D'accord, tu es cinéma de genre, c'est débile. Mais tu te rends compte que ça a une utilité finalement narrative et que c'était pour pas qu'on les comprenne. Parce qu'il y a des personnages qui sont cachés. Et voilà, il fonctionne beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il te prend un peu par derrière, quoi. Façon de parler. Un peu à l'envers. Il y a également donc cette deuxième scène qui est celle où l'anglais, donc joué par Michael Fassbender, qui parle allemand puisqu'il est né en Allemagne. Donc ils sont infiltrés justement dans un bar. Et ça dure, je sais pas, un quart d'heure. 30 minutes. 30 minutes, ouais. C'est vraiment 30 minutes. Oui, je sais pas, il disait ça dans une interview, ça dure 30 minutes. Mais c'est excellent. Puis en plus, Fassbender a fait un peu la même chose dans Hunger, où il y a cette scène au milieu qui dure justement 30 minutes, un plan fixe, où il joue donc le terroriste de l'Irak qui discute avec un curé. Donc là, il est très bon encore une fois. Et puis ça termine en violence. Enfin bref, ça c'est vraiment une des scènes clés du film. Enfin, mais c'est tout Tarantino, il est tout en décalage. Et là, il te fait un film de guerre et ça se transforme en jeu de cartes, quoi, où les mecs ils se collent une carte sur le front. Quoi. C'est complètement absurde. Quoi. Et mais c'est génial parce que ça te crée une scène de tension. Et en même temps, il te dit des choses. Voilà, il faut savoir lire entre les images. Mais c'est un film malin, donc je trouve qui parle à nouveau des apparences. C'est-à-dire qu'il y a ce côté un petit peu facile à cette époque-là qui est qu'il y a les noirs et il y a les blancs. Voilà, c'est une situation incroyable dans l'histoire, mais c'est comme ça. Les nazis, c'était les méchants, les alliés, c'était les gentils. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et c'est rare, il y a toujours un peu de bon, un peu de mal chez n'importe qui, mais l'histoire offre ça, cette situation-là. Et il en joue incroyablement, Tarantino. C'est-à-dire que les nazis sont les méchants, donc on part de ce principe-là, hop. Et ils sont reconnaissables parce qu'ils ont un uniforme. Et c'est toute cette thématique-là que je trouve intéressante, c'est qu'ils ont un uniforme, donc on peut les reconnaître. S'ils n'ont plus leur uniforme, c'est plus des nazis. Donc les apparences et donc le fait qu'ils leur gravent des croix gammées pour pouvoir les reconnaître à vie, ces nazis. Et si c'était juste ça, bon, ça serait un peu facile, mais il crée deux personnages qui sont super intéressants, malgré que les scènes soient les moins bien jouées. C'est avec Frédéric Zoller, là, le fameux soldat dont on fait un film sur lui. Et la petite Daniel Brühl, ouais. Voilà. Et cette scène, on n'a plus le noir et blanc, on a un mélange de gris. C'est-à-dire qu'on a ce petit soldat allemand qui est un nazi, donc fatalement on va le détester, et qui arrive, et la première chose qu'il dit, c'est j'adore Charlie Chaplin. Bon, c'est un nazi, et là il dit clairement qu'il adore le juif le plus connu de l'époque. Donc il y a un paradoxe déjà. C'est parce qu'il a une très grande sensibilité. L'autre paradoxe, c'est qu'il tombe amoureux d'une juive, et que lui, il est nazi. Voilà. Et il perpétue ces paradoxes, Tarantino, c'est-à-dire qu'en plus d'être sensible et d'être amoureux du cinéma et de ces petites scènes, c'est un grand militaire, ce à quoi on ne pouvait pas s'attendre. Et c'est un grand militaire dont on va faire un film sur lui, qui est un film absolument pas sensible, où on voit des mecs se faire buter à la chaîne. Ce que lui, il ne peut pas accepter, il sort de la salle. Et il se fait buter par celle qu'il aime. Donc ce personnage, il est beau parce qu'il est plein de contradictions. Et il est totalement paradoxal par rapport à un Brad Pitt que lui, c'est clair, quoi. Il y a les noirs, il y a les blancs, et puis on va buter du nazi. Tarantino insuffle dans son histoire quelque chose de plus complexe. C'est-à-dire qu'au-delà des uniformes, au-delà des apparences, il y a ces petits paradoxes. Et je trouve ça très beau, ces personnages, malgré qu'ils soient donc un peu moins bons dans leur prestation. Pas évident de jouer dans une langue qui n'est pas la sienne. Mais ça c'est fort, ça on n'a jamais vu. Parce que Tarantino, on peut pas dire que ça soit le cinéaste de la tendresse, de la douceur, de la subtilité. Avec Jackie Brown, si, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il a. Oui. C'est pas ce qu'il l'a fait connaître, c'est sûr. L'émission va toucher à sa fin. Okay. Il est -2, -1, donc il va falloir terminer là-dessus. On parle rapidement. Donc a priori, les prochains films de Tarantino, Kill Bill Volume 3, qui est prévu. Qui devrait, mais alors par contre il est prévu pour 2015, un truc comme ça, parce qu'il attend que la jeune fille qui jouait la gamine, donc d'une des tueuses. Tu crois qu'il reprend la petite fille ? C'est possible. Ou en tout cas il veut faire vieillir Uma Thurman.
D'accord. Il veut laisser Uma Thurman vieillir pour pas l'avoir la maquiller. Et puis là, il va réaliser un autre film entre-temps. Alors qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça sera enfin son western ? On ne sait pas. Non, moi je pense pas. Je pense qu'il va finir sa. Alors j'appelle sa première trilogie, sa trilogie Black, et là je vais dire, je l'appelle sa trilogie rouge. Voilà, donc c'est plus sanguinolent que sa première trilogie, je trouve. Et je pense qu'elle a commencé avec Boulevard de la Mort, et il a continué avec Inglourious Basterds, et qu'il va faire un film pour finir ça. Donc il y en a qui parlent de Dracula, je sais pas, on verra. Mais ça unirait bien les deux. Dracula, je sais pas, un côté nazi, quoi, et avec toutes ces femmes qu'il cherche, et qui renverraient à Boulevard de la Mort. Donc voilà, selon certains, ça serait Dracula, on verra. Oui, difficile à croire quand même. Ça peut être du buzz. Hein, mais... Ouais. En tout cas, oui, il a des projets, il en a des camions. Hein, donc, je crois qu'il veut faire un film de gangster d'époque, un western donc, sur l'esclavage. Oui, bah ça, oui, donc qui sera peut-être l'adaptation d'une nouvelle de Elmore Leonard, encore une fois, qui a commencé par écrire des westerns, des romans westerns. Mais ça m'étonnerait parce que je crois qu'il a dit qu'il voulait plus jamais faire d'adaptation. Ouais, mais c'est dommage parce que là, ça donne envie. C'est l'histoire donc de deux détenus qui sont enchaînés l'un à l'autre, qui s'évadent, et donc un Indien et un Noir, justement au Far West, quoi. Donc, ça pourrait être super intéressant, surtout filmé par Tarantino, quoi. Et donc voilà, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Nicolas, merci d'être venu. Merci à toi. Merci pour cette année qui justement touche à sa fin. Et puis bon, on te retrouvera l'année prochaine quand même. Peut-être bien. Ouais. Bon. On va terminer en musique avec un extrait donc de la BO d'Inglourious Basterds. C'est l'extrait final quand Brad Pitt dit que c'est certainement son chef-d'œuvre. Voilà. Et puis, oui, plus ou moins Tarantino qui le dit aussi, hein, finalement. Et avec des dialogues au début. Hein. Et puis, je voulais souhaiter une bonne fête à mon papa. J'espère et au mien aussi. Qu'il m'écoute. Denis, bonne fête. Et je crois que Corentin souhaite également une bonne fête à Michel. Et puis, on termine en musique. La semaine prochaine, donc dernière émission, ça sera sur Jim Jarmusch avec Michael Ravo. Et ça sera toujours de 14h à 15h. Mais petite information, puisque c'est la dernière, de 13h à 14h, on va prendre l'antenne également. Ça sera pour 1 heure de musique tirée bien sûr de films, mais entièrement des musiques classiques. Voilà. Pendant 1 heure, on va se faire plaisir. Là, on va aller prendre un petit café probablement. Et on vous souhaite une bonne semaine cinéma. Et à la semaine prochaine. Et on termine donc sur cet extrait de Inglourious Basterds. Bonne semaine. I'm gonna give you a little something you can't take off. You know something, you rich? I think this just might be my masterpiece.
Vous aimez le cinéma ? Le cinéma vous aime aussi. Le 7e art se raconte dans sa grand-messe le dimanche de 14h à 15h. Alors ne manquez pas votre rendez-vous avec l'histoire du cinéma. Chaque semaine, un invité, un thème, et c'est vous qui choisissez. 100 ans de cinéma le dimanche de 14h à 15h sur Prune, à Nantes 92 FM et aussi sur le www.prune.net.